Bonjour, ici Jean-François Denis pour l'émission Théologique. Aujourd'hui, on a une invitée particulière qui s'appelle Julie. Julie, merci d'avoir accepté l'invitation à venir nous entretenir sur la création versus l'évolution. On est dans une ère aujourd'hui où, lorsqu'on regarde les statistiques, c'est un peu afférent quand on prend conscience de tout ce qui se passe dans la vie de nos jeunes. Entre autres, vous vouliez nous entretenir sur l'importance du récit de la création pour la foi et la vie de nos enfants. Et je pense que c'est une thématique, un sujet qui est extrêmement important. Mais comment on fait ça dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, de communiquer la création de façon biblique avec tous les récits que ça comporte dans la vie de nos enfants? Donc, je pense que c'est important de faire comprendre à nos enfants le plus jeune possible la différence entre une hypothèse, une interprétation et un fait, quelque chose que je peux vérifier. Donc, par exemple, vous allez au musée, vous allez regarder un documentaire. Moi, j'aime arrêter le documentaire, le mettre sur pause et « Oh, vous voyez ici ?» On vous a montré quelque chose qu'on peut vérifier. On vous a montré la différence des nageoires chez le poisson et chez le mammifère marin. Ouais. Mais là, ensuite, on a ajouté une hypothèse, une interprétation. On vous a dit que la différence était due à différents ancêtres. Mais ça, vous remarquez qu'on vous avait montré la radiographie des os dans les nageoires quand on vous a montré la différence de structure, mais on ne vous a pas montré l'ancêtre, on ne vous a pas montré de fossiles de l'ancêtre, on ne vous a pas rien montré qui était un fait. On a interprété ici. Comment on fait pour être capable de vulgariser cette matière-là, pour être certain qu'on prépare nos enfants lorsqu'ils quitteront peut-être l'école à la maison ou même l'école primaire ou secondaire, puis faire face à tous ces courants-là qui sont à caractère ou à connotation un peu plus évolutionniste? Aller vérifier ses sources, s'habituer à vérifier les sources. Je crois que c'est l'habitude la plus importante qu'on puisse acquérir et qu'on puisse communiquer à nos enfants. On me dit que ce fossile-là a 70 millions d'années. Donc, c'est intéressant d'aller fouiller, d'aller faire une recherche sur les méthodes de datation. Les gens ont l'impression souvent que c'est un fait. On sait pertinemment bien qu'il y a plusieurs débats au niveau de le nombre d'années que la Terre a ou l'existence de la Terre. Comment on fait pour différencier ça? Puis quelle est votre position peut-être là-dessus? Bien, ma position, c'est la position de la Bible. Et on a un petit cahier qui est nouveau d'ailleurs à l'Association de sciences créationnistes en français. On sait qu'il y a beaucoup de ressources en anglais sur la création. Et particulièrement pour les enfants, on cherchait quelque chose. Donc, on a trouvé une série de 2 cahiers qui s'appelle « Découvre par toi-même ». Ce qui est intéressant avec ces cahiers-là, c'est qu'on vous amène vraiment à lire la Bible. On ne fait pas juste vous expliquer des choses, on amène l'enfant, c'est des études inductives. Donc, on amène l'enfant à les lire et on l'amène à calculer l'âge de la Terre par lui-même en allant vérifier les généalogies qu'on nous donne. Donc, on nous dit à quel âge telle personne a eu tel enfant et ensuite on passe, donc on calcule les générations comme ça, on les additionne, on voit où on a une marge d'erreur parce qu'il y a certaines généalogies qui sont moins précises, où on nous parle des générations, mais on nous dit pas, on nous donne un nombre de générations, mais on ne dit pas quel âge avait telle personne ou telle autre quand elle a eu tel fils, et on arrive à peu près à 6000 ans. Pour les évolutionnistes, le fait que tout démarre de la Bible. Et eux ne croient pas nécessairement à la Bible. Est-ce qu'il y a des méthodologies ou il y a des façons de faire avec nos enfants où on est capable de leur enseigner avec des outils appropriés pour eux? Ce qui est intéressant pour justifier la foi dans le récit qu'on trouve dans la Bible, c'est d'utiliser la méthode scientifique. Donc, on prend une méthode que les évolutionnistes approuvent. On est tous d'accord sur la méthode scientifique. Comment je fais pour étudier le monde qui m'entoure? Je devrais observer, je devrais poser des hypothèses, je devrais vérifier mes hypothèses. Et ensuite, selon la réponse que j'ai trouvée, selon que mon hypothèse a été confirmée ou non, je devrais modifier mon modèle si mon hypothèse ne s'avérait pas exacte. C'est toujours surprenant de voir à quel point tel truc qu'on a découvert a l'air tellement plus jeune que ce qu'on pensait. Pourquoi? Parce qu'on avait une hypothèse qui s'est avérée fausse. Je pense à... En ce qui concerne Pluton et la sonde New Horizons, on avait beaucoup suivi à la télé ce qui se passait avec mes enfants. On était vraiment impatients de voir ces images qu'on n'avait jamais vues de Pluton. Et
On avait lu, mon mari avait lu un article de David Coppedge, qui est un créationniste qui a travaillé pour la NASA dans le passé, et qui avait dit, moi je vais faire des prédictions avant qu'on ait les images. Moi je crois que les scientifiques vont découvrir une géologie active et qu'ils vont être vraiment surpris de ce que la planète a l'air plus jeune que ce qu'ils pensaient. Et quelques semaines plus tard, qu'est-ce qu'on a vu dans les médias séculiers? Oh, on est surpris, les images de Pluton révèlent une surprenante jeunesse chez la planète. Évidemment, on parlait encore de millions d'années, mais moins. On avait réduit le temps l'âge qu'on lui donnait au départ, parce que ce qu'on voyait ne concordait pas avec le modèle. Donc, il faut revoir le modèle. Alors que les créationnistes, eux, n'étaient pas du tout surpris. On s'attend, nous, à une planète qui est jeune, à une géologie qui est active. Quelle a été, pour peut-être un de vos enfants, la plus belle découverte par rapport à la création? Je pense à ma plus vieille qui a 10 ans. Et elle s'intéresse beaucoup aux animaux. Elle dit qu'elle veut faire de la recherche sur les animaux. Elle est allée lire sur Wikipédia un article sur les mammouths. Et j'ai trouvé vraiment intéressant de voir comment elle-même pouvait voir la différence entre les faits et les hypothèses que je lui apprends à faire depuis le début, mais qu'elle fait d'elle-même déjà à 10 ans maintenant. Et elle me disait, « Maman, écoute ce qu'ils sont en train de dire sur les mammouths. Ça ressemble à un déluge. » Je disais, oui, effectivement, ils n'aimeront jamais un déluge global. On va parler parfois de catastrophisme, de déluges locaux, mais ce qu'on voit dans la création, dans le registre fossile, il y a beaucoup de traces d'un déluge, d'une catastrophe. Et c'est important qu'on ne cache pas l'histoire du déluge. Je les ai laissés écouter des documentaires évolutionniste. Et de temps en temps, je disais, OK, on met pause ici. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre là? Est-ce que c'est un fait? Est-ce que c'est vérifiable? Est-ce que c'est une interprétation? Est-ce que c'est une opinion? Est-ce que c'est logique? Documentaire évolutionniste, mais il existe de très bons documentaires créationnistes aussi. On a un documentaire qui s'appelle Le Vol, qui parle des oiseaux, et il a été traduit en français, on l'a distribué en français à la SCQ. Un autre qui s'appelle Métamorphose, qui parle de la métamorphose de la chenille en papillon, mais d'un point de vue d'intelligent design. Donc, on voit tout le design, toute l'intelligence de la conception et à quel point le hasard ou un processus matériel non dirigé ne pourrait pas parvenir à quelque chose d'aussi bien conçu. Quels seraient, selon vous, les défis dans la vie, dans une société évolutionniste, puis quelles seraient les façons d'y faire face dans la vie de tous les jours? Le premier défi, je crois, c'est de conserver le droit de parler différemment, de penser différemment et d'enseigner différemment à nos enfants. Et nous devons nous rappeler, nous aussi, parce que ce discours-là, c'est pas juste un discours légal. On essaie de nous faire croire qu'on n'est pas compétent pour enseigner à nos enfants, qu'on doit les confier à des professeurs qui ont un diplôme, par exemple. On doit se rappeler que Dieu nous a dit que nous savions donner de bonnes choses à nos enfants. L'autre défi aussi, c'est de faire face au rejet. Et je pense en particulier aux jeunes qui veulent avoir une carrière scientifique. C'est possible. On a tout plein de scientifiques qui sont créationnistes, mais c'est possible de vivre le rejet. Il y a des gens qui ont perdu des emplois. On a parlé de David Coppedge. Il travaillait pour la NASA, il n'y travaille plus parce qu'il est créationniste. Qu'est-ce qui était le déclic pour vous de passer du camp évolutionniste à du camp créationniste? Bien, en fait, je dirais que j'étais évolutionniste par défaut. C'est-à-dire que j'aurais pas débattu pour prouver l'évolution. On m'avait enseigné l'évolution. J'avais pas vu de raison de remettre l'évolution en doute jusqu'à ce que j'ai un ami qui commence à me parler de la Bible, qui commence à me parler de création. J'avais entendu... je disais que je croyais en Dieu, pourtant. Et j'avais un ami qui parlait de la Bible, qui lisait sa Bible, et je voyais sa ferveur de regarder quelqu'un dans les yeux et lui dire « Moi, je suis chrétien ». Et j'aimais cette force de conviction-là, et je me disais, waouh, il faudrait que je me décide, moi aussi. Et on m'avait juste parlé d'évolution, et à un moment donné, quelqu'un m'a dit, non, l'évolution, c'est pas vrai, ça a semé un doute. Et ça a pris quelques années, mais éventuellement, je suis allée à des conférences créationnistes organisées par l'Association de sciences créationnistes du Québec. Et je me suis dit, bon, maintenant, il faut que je me positionne. Il faut que je cherche la vérité. Il faut que je sache, est-ce qu'il y a vraiment un Dieu qui m'a créé? Et si oui, quelle est la relation qu'il veut avoir avec moi? Si je prends tout ce dont on a discuté, Julie, ensemble ce matin, je pense qu'en tant que parent, on a une responsabilité.
qui nous incombe d'éduquer nos enfants puis de prendre du temps avec nos enfants. Je sais qu'on vit dans une société où tout roule et va extrêmement vite, où des fois c'est plus facile parce qu'on travaille tous à temps plein. L'homme et la femme dans le foyer travaillent, la majorité travaille à temps plein. On arrive à la maison le soir, on est fatigué. C'est toujours plus simple excusez mon anglicisme, de plugger nos enfants devant la télévision puis nous relaxer. Mais je pense qu'on a un devoir qui nous incombe si nous voulons être capables de voir des résultats concrets dans la vie de nos enfants. Comment pouvons-nous aspirer à ce que nos enfants suivent Dieu et prennent des positions de créationnistes ou des positions qui est en corrélation avec les valeurs chrétiennes, si on n'a pas fait le devoir nous-mêmes de les éduquer puis de les enseigner dès un bas âge. Le proverbe le dit, « Instruis l'enfant dans les voies qu'il doit suivre et quand il sera grand, je le paraphrase, il ne s'en détournera point. » Donc, une responsabilité qui nous incombe. Et je trouve ça vraiment pertinent d'avoir eu cette discussion-là avec vous, Julie, aujourd'hui. Et mon souhait, le plus profond, ma prière, du plus profond de mon cœur, c'est que ça puisse créer un éveil à l'intérieur de votre cœur pour pouvoir, de votre côté, faire ce qui est nécessaire et aller chercher l'information nécessaire pour éduquer vos enfants dans ce thème-là qu'est la création versus l'évolution. Merci beaucoup, Julie, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Et puis, je vous dis de demeurer bien branchés sur les ondes de Théovox parce qu'il y a toujours des thèmes, des sujets, des émissions qui sont pertinentes pour chacun de nos besoins. Bonne journée.